Ça, je fais une omelette, c'est genre on dirait que j'ai préparé un bœuf bourguignon. T'as bien compris qu'il fallait me jeter des petites cartes de merde, en tout cas. C'est la base. J'adore lire, c'est une de mes passions, la lecture. Et c'est également un nom qui est une invitation au voyage quand les clients rentrent dans les boutiques. Tout de suite, la première chose, ça va être, mais ça veut dire quoi Kuchten? Donc, On sait jamais. Alors, voilà. déjà, ça risque d'être très très bon. Ah bah super, tant mieux. On va te cuisiner l'émission Je cuisine avec mes invités leur plat Madeleine de Proust ou un plat qui a fait leur enfance. Parce que vous le savez, la cuisine ouvre l'appétit, mais aussi la parole. Pour cette nouvelle émission, je suis ravi d'accueillir Carole Benaroya. Comment tu vas, Carole? Ça va, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. J'ai hâte d'être cuisinée. On va cuisiner un moelleux, un fondant, un gâteau. Un moelleux au chocolat. Carole Benaroya, Kuchten, marque de mode spécialisée dans le cachemire. C'est ça? Exactement. Pour l'instant, c'est la... Tout va bien. C'est Pour comme ça que l'instant, tu on présentes nous la marque ou pas? Oui, exactement. Kuchten, une invitation au voyage, on va dire également. Très bien. Mais j'ai hâte de voyager avec toi aussi aujourd'hui. La chose que j'ai envie de te demander, c'est comment toi, tu as envie de te présenter? Alors moi, je me présente comme une femme entrepreneur, effectivement, qui a eu 1000 vies, maman de 4 enfants. Donc j'ai eu une enfance tranquille au Vésiné, en banlieue parisienne. Après, je suis allée vivre à Londres, à Hong Kong, à New York, dans la finance. J'ai eu beaucoup de montagnes russes dans ma vie, des sommets, des plus bas, des moments difficiles, et j'ai toujours rebondi. Et depuis une dizaine d'années, je suis tellement heureuse d'avoir pu lancer Kuchten, qui est une marque qui, pour moi, réunit finalement tout ce à quoi j'aspirais dans ma vie. Donc, je suis pleinement épanouie et heureuse de cette aventure. Pourquoi cette recette du moelleux fondant? C'est quoi la différence entre un moelleux et un fondant, en fait? Le fondant coûte plus que le moelleux, je dirais. Tout simplement. Tu fais que... Moi, je suis une piètre cuisinière, mais je sais faire le moelleux au chocolat. Le fondant, voilà. Pour mes enfants, c'est à peu près la seule chose que je fais correctement. C'est très facile, on mélange un petit peu tout. Et le résultat est rare, enfin, on le rate rarement. Avant de commencer à couper, parce que la première étape, on l'a juste là, ce sera chauffer le four à 190. D'accord. Jusque-là, ça sera Voilà, pas dur, on peut le faire. Voilà, On fera fondre le beurre classiquement. Je vais juste, voilà, chers téléspectateurs, juste vous remettre un petit peu les ingrédients, que vous puissiez vous aussi suivre la recette de chez vous. Globalement, il y aura 200 g de chocolat noir. Du bon chocolat noir, ça c'est important. Alors, bon, je me suis fait un petit kiff. Je me suis dit aussi, on va rajouter un petit chocolat noir à la figue. Ah oui, c'est vrai que parce que ça c'est pas dans ma recette initiale. Voilà, c'est dans la recette de personne, mais tu vois, on rajoutera des petits morceaux, ça rajoutera, je pense, un petit goût. Tu m'as fait échanger également le sucre blanc que je mets d'habitude pour du sucre roux. Voilà, parce que le goût est meilleur. Et tu sais, c'est un peu un petit côté sablé, un peu plus. D'accord, jamais goûté, on va voir. Parfait, ça tombe bien. Donc vous l'avez juste ici, 200 g de sucre roux. Vous avez aussi 5 œufs. Vous avez aussi 50 g de farine. Voilà, juste là, farine classique. Tout est bien, ça suffit. Et puis, pour finir, votre motte de beurre. Voilà, donc 200 g de beurre, du beurre d'Isigny. D'accord. Tu vois, les Normands adorent, ça fera plaisir aux J'ai Normands. goûté en Normandie. Très Aussi bien. Ouais. T'habites où en Normandie? À côté d'Isigny. Ah, bah ça tombe bien. Donc tu connais par cœur Mon le beurre. papa travaillait à Isigny. Ah, il bossait dans quoi? Dans la confiserie. Ah, donc tu as l'habitude de manger des gâteaux, des caramels, exactement. C'était quoi ton bonbon préféré peut-être? Et le caramel dur du pont d'Isigny. Ouais. Et t'en manges encore maintenant? Non. Non, il faut garder la ligne. Non, c'est plus possible. Faire du sport, s'entretenir, voilà. T'as toujours fait attention à ton alimentation et ton physique, ton corps? Alors, je fais pas du tout spécialement, je fais pas attention à mon alimentation plus que ça. Mais c'est vrai que le sucre, d'une manière générale, je limite de plus en plus à mes cœurs. Enfin, c'est plus difficile, en fait. Mais sinon, non, j'ai beaucoup d'appétit, je mange de tout. Parfait. Il y a une question qu'on se posait juste avant en off, et je te disais, est-ce qu'on peut demander l'âge d'une femme? Bon, bien sûr, j'ai aucun souci avec mon âge, je suis très fière, au contraire de... Donc, je dois te dire mon âge. Eh bien, je sais pas si tu veux, je dis. J'ai 48 ans. Parfait, voilà. Très bien. Alors, bon, que vous le sachiez, voilà, Carole a une homonyme sur Internet, et donc je m'étais trompé dans mes recherches, et c'est eux qui m'ont dit « Ah, mais tu fais pas du tout ton âge !» Ouais, non, il m'a dit « Tu fais pas 61 ans ». J'ai dit « Ah, merci, c'est sympa ». Aujourd'hui, on risque de voyager, ça on l'a dit, partout dans le monde, au fin fond de l'Asie, de l'Amérique, des Amériques, pourquoi pas. Toi, je crois que tu aimes ça, voyager évidemment, mais parce que aussi tu as une double origine.
Sûr. Turco-polonaise. Exactement. Voilà, je suis polonaise par mon père et turque par ma mère. Et à quel point les origines sont importantes pour toi? Les origines sont très importantes parce que finalement, c'est un mélange de cultures, c'est des traditions culinaires que malheureusement se sont un petit peu arrêtées avec moi. Mais voilà, des odeurs, des accents, des grands-parents, des histoires. La vie de mes grands-parents est un roman de mes 4 grands-parents respectifs. Donc c'est vrai qu'on est vraiment baigné finalement dans des couleurs, des odeurs, des images. Et je trouve que ça forge un caractère finalement. On te racontait, enfant, justement, les histoires de tes grands-parents? Bien sûr. D'où ils venaient, comment ils sont arrivés? Je leur demandais d'ailleurs, j'étais très curieux, je leur posais beaucoup de questions. Et puis les grands-parents, ils ont toujours cette nostalgie du c'était mieux avant, là où on était avant, etc. Donc c'est vrai que je m'imagine des contrées lointaines. T'as retenu quoi justement de ces histoires? Est-ce qu'il y a des anecdotes qui t'ont marqué justement de leurs enfances? Enfin, j'ai retenu qu'ils n'avaient pas la chance de vivre comme nous, dans des beaux quartiers, d'aller à l'école, d'être choyés par leurs parents, d'être gâtés, de pouvoir suivre leurs études. Donc j'ai retenu que finalement la vie c'est un combat. Et on a la chance, et là où on est, ça détermine quand même beaucoup finalement l'avenir des gens. Et qu'on a beaucoup de chance d'être né, enfin en tout cas moi, ce qui me concerne, d'être né en France et d'avoir pu bénéficier finalement d'une éducation à la française. C'est une grande chance. Tu connais l'expression le beurre et l'argent du beurre? Ouais, bien sûr. Alors, on ne parlera pas forcément d'argent, mais je te demande de couper le beurre. Ah, d'accord. Voilà, c'est la première étape déjà. Je sais faire, couper le beurre. Alors, globalement... Un petit carré pour faire fondre. Exactement. Il faut qu'on garde à peu près 200 grammes. Là, tu as une plaquette qui fait 250 grammes. D'accord. Donc, tu nous mets 50 grammes de côté et le reste, tu nous fais des petites plaquettes pour tranquillement. 2, 3, 4, 5 et on va enlever ça. Ah, mais c'est pas mal. Ça, c'est une technique justement pour... Bah, tu sais, moi, je suis une financière quand même. Donc, si tu veux 4/5, tu divises en 5 et tu en gardes 4. Hein. C'est pas maths. Je suis pas très matheux, donc forcément, c'est plus compliqué. J'allume pendant ce temps la plaque et je te laisse finir le découpage de tout ça. Ça, hop. Voilà. Tu as quand même cette douceur dans tout ce que tu fais. Tu vois, même là, pour couper le beurre, tu as cette douceur. Même quand tu parlais sur scène, on sent cette petite femme forte, cette petite femme douce, mais avec une certaine force. Ça, justement, ça a toujours été... ça a toujours fait partie de toi, justement, la douceur, mais toujours la force cachée ou la force tranquille? La douceur, c'est pas ce qui me... c'est pas ce qui me caractériserait le plus, même si je suis très douce et très attentionnée avec les gens que j'aime, etc. Mais c'est vrai que c'est plus le côté petite boule d'énergie qui va plus me caractériser, effectivement. Tu faisais du sport petite, ça te permettait Du de te tennis, distraire? ouais, je faisais beaucoup de tennis quand j'étais petite. Revers à deux mains, revers à... Ouais, revers à deux mains, genre Steffi Grapp, Steffi Grapp, ouais, voilà. Idole, Ouais, j'adorais Steffi Grapp. Pourquoi? Pour son style, sa classe, pour son élégance peut-être? Ouais, exactement. Elle était très élégante. Elle sautillait à Wimbledon et tout. J'adorais ça. C'était l'époque où on regardait pendant des heures le tennis, les finales à la télé. Bon, ce que plus personne ne fait maintenant. Ouais. Enfin, ou rarement, en tout cas. Roland, mois de juin, pendant les examens et tout. Ouais. Ça, c'était ma passion. Tu sais que Roland, même quand je bosse, j'ai toujours la petite fenêtre ouverte. Quand même. Avec l'écran France télévision avec un match. Même si c'est le terrain 14 avec un Ouzbek qui affronte un Roumain. D'accord. Peu importe, j'ai toujours le bruit de la balle. Ah, c'est génial. Et c'est toujours hasardeux. derrière. Tu as toujours aimé l'aventure. On va se faire une mini-aventure avant de parler de Mongolie. C'est emmener le beurre jusqu'à cette petite casserole. Alors, on y va. Ok, allons-y. Je te laisse mettre le beurre. Parfait. Jusque-là, tout va bien. Ok. Jusque-là, tout va bien. Regarde, allez. On va se casser le chocolat. Évidemment, donc, ça, c'est la deuxième étape. Faire fondre le beurre, puis le chocolat à feu doux. Eh bien, allons-y. On s'est lavé les mains. Tu vois, j'ai envie qu'on l'insère en plein milieu. Tu vois que ça fasse un... Ah, genre la fève. Exactement. Mais ça va fondre aussi, c'est vrai. Ouais, mais Ok. Est-ce que tu veux me raconter un peu, après le bac, tu pars avec donc Stéphanie, Exactement. une de tes meilleures copines, et vous partez en Mongolie. En fait, on est passé par la Mongolie, etc. On a décidé de prendre le transsibérien. On va savoir pourquoi. Après le bac... La littérature peut-être Ouais. Non, mais en fait,
Ouais, on a voulu, nous on était un peu des petites bourgeoises, faut bien le reconnaître. Et c'est vrai qu'on voulait peut-être se prouver qu'on était capable de faire les baroudeuses comme ça. Donc c'est vrai que Steph et moi, on est partis juste après le bac. Donc la Mongolie, il faut savoir qu'il fait extrêmement fort en hiver et plutôt très très chaud, c'est sec en été. Donc on a pris le transsibérien qui traverse l'Europe et finalement la Mongolie qui arrive en Chine. Donc c'est vrai qu'on était super précurseuses à cette époque, on avait économisé, etc. Nos parents avaient très peur. T'en connaissais des personnes qui avaient été justement là-bas? Non, franchement, c'est incroyable, quoi. On a vraiment fait un voyage, si. En vrai, j'avais une amie qui avait fait ce voyage avec son père, Aurélie, et qui m'en avait parlé l'année précédente. Et c'est vrai que ça m'avait... je me suis dit, j'ai tellement envie de le faire. Et c'est vrai qu'en fait, encore une fois, quand je te parle de culture, de rencontres, c'est incroyable le nombre de gens qui font ce voyage pour... il y a beaucoup d'Europe de l'Est, il y a plein de gens. Donc c'est assez incroyable les rencontres qu'on fait, disons, pendant la traversée. C'est comme une croisière, finalement. Et il y avait un stop à Ulaanbaatar, effectivement, en Mongolie. Donc, bien évidemment, je n'avais aucune idée que Steph et moi allions y retourner 15 ans plus tard, 20 ans plus tard presque. Donc voilà, la vie fait bien les choses finalement. Ouais, finalement, tu sais jamais où la vie te mène. Voilà. Sauf quand tu prends le transsibérien. Voilà, exactement. T'as une vie aussi. Alors, je vais nous mettre ça. Alors dans ma recette, on mélange. La petite poubelle, voilà. Non mais on a une équipe technique incroyable en fait qui est derrière nous, qui nous fait des signes. On est en train de me dire là, la poubelle. Ok. Merci. J'ai tout. Que ça va se passer. Et je pense, oui, Carole, tu peux touiller tranquillement pendant ce temps-là. Vu que je disais, toi, tu as une vie multiculturelle. Complètement. Londres, New York, Hong Kong. Qu'est-ce qui s'est passé justement après le bac? Quels ont été tes choix? Effectivement, après le bac, je suis allée... j'ai été prise à Dauphine, l'université Paris-Dauphine à l'époque. J'étais bonne élève, j'étais excellente élève, mais c'était quand même plus facile d'y rentrer que maintenant. Donc j'ai fait 5 ans à Dauphine où j'ai passé des années géniales et en sortant de Dauphine, ma mère, moi mes parents ont vraiment, j'ai eu vraiment la chance de grandir dans une famille très aimante, de parents très intellectuels. Et ma mère un jour, j'étais en 5e année donc de finance et elle est rentrée un soir en me disant j'ai lu un livre d'une femme qui s'appelle Lisa, je ne sais plus comment, qui était managing director chez Goldman Sachs. Moi je trouve que cette boîte est top, tu devrais postuler. Vraiment j'adore. Alors moi, je ne savais pas du tout quoi faire à l'époque. Donc moi, j'ai dit, tiens, quelle bonne idée et tout. Donc j'ai envoyé une lettre de motivation à Goldman et tout. Donc à l'époque, c'était vraiment déjà la meilleure banque d'affaires du monde. Tout le monde rêvait d'aller là-bas, les polytechniciens, les HEC, etc. J'ai envoyé mon CV, c'était en plein beam market, comme on dit, c'est-à-dire l'âge d'or de la finance. Et ils embauchaient à tout va. Donc c'est vrai que j'ai reçu... vous êtes convoqué à un entretien, oh là là, vraiment bizarre, incroyable, je ne reviens pas. Donc ma seule et unique lettre de motivation. Donc je vais à Paris, après on me dit, oui, on a bien aimé votre candidature, venez à Londres pour passer les entretiens. Donc j'ai passé les entretiens, je vois une personne, il y avait 10 personnes. Ça va être long encore. Très long, en plus en anglais, je ne parlais pas du tout bien anglais. Et ce qui m'a fait m'embaucher, c'est incroyable, c'est que le dernier entretien, j'étais vraiment en ballottage défavorable, je pense. Et le dernier entretien, je le passe avec un monsieur qui s'appelle Mani Roman, qui est devenu, peu importe. Et j'avais mis sur mon CV que j'adorais le Paris Saint-Germain. Parce que comme j'ai été élevée dans le 78, tout le monde adorait le Paris Saint-Germain. J'adorais, j'allais à tous les matchs, je connaissais tout par cœur. Donc il me dit, c'est ça, tu me prends pour qui, là, t'aimes le Paris Saint-Germain, qui c'est qui a mis le but, machin. Je lui ai tout sorti. Le but, le truc, machin. Et celui-là, c'était l'époque du Brésilien. Enfin bon, bref. De Rail, exactement. C'était l'époque de Rail et tout. Je lui ai tout sorti. Il était scotché et j'ai été embauchée, je pense, grâce à ça. Ouais, grâce à Rail, exactement. Voilà, exactement. Donc, et tout le monde le connaissait après comme la petite Frenchie qui aimait le foot sur le joueur de Goldman Sachs. Ouais, exactement. Donc c'était ma réputation. Donc dès qu'il y avait des matchs de foot, je me faisais inviter partout. C'était très bon. Donc Londres, Hong Kong, New York. Voilà. Donc exactement. Je me suis retrouvée vendeuse sur les actions. Donc j'ai été envoyée 3 mois en formation à New York. Après je me suis spécialisée sur les actions asiatiques. Donc je suis allée 6 mois à Hong Kong, en Corée, à Singapour. Donc j'arrêtais pas de voyager pendant 5 ans. Après, je suis revenue vivre à Paris, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Et c'est vrai que j'ai eu envie d'aller dans la mode comme ça. Vraiment. Je me suis réveillée un matin en me disant... Ce sera la mode.
ce sera la mode. Parce que j'adorais la mode en tant que consommatrice. C'est vrai que mes belles années dans la finance m'avaient permis finalement de pouvoir m'acheter des belles choses, de m'intéresser à plein de choses, d'avoir le goût des belles choses également. Tu te rappelles ton premier bel achat? Je sais pas Ouais, si je m'en souviens. chaque femme se rappelle son premier bel Non, achat. mon premier bel achat, c'était une veste Chanel. Ouais. C'était mon premier bel achat que je me souviens très bien. Je suis avec une amie, j'ai dit ça y est, moi, mon rêve, ça a toujours été une veste Chanel. Et voilà, j'ai acheté cette veste. J'avais une occasion particulière, je voulais la mettre. Je l'ai encore d'ailleurs. Et ça m'arrive encore de la remettre parce que ce sont des intemporels incroyables. Ouais. Ouais, je la remets régulièrement d'ailleurs. Alors là, tout se passe bien. Voilà, pendant ce temps-là, les amis, le chocolat fond bien, le beurre aussi fond bien. Mais je pense que petit à petit, on va pouvoir mettre le sucre. Tout Après, je peux faire un temps tranquillement. Comment on se rend compte qu'on veut lancer une boîte avec une amie d'enfance? Alors en fait, donc voilà, comme je t'ai dit, moi j'adorais la mode, ça me traînait dans la tête. Et puis je viens d'une famille de commerçants qui étaient dans le textile, et notamment ma grand-mère. Ma grand-mère turque. Okay, ma grand-mère turque, c'était un peu comme Ariane dans Belle du Seigneur. C'était une femme magnifique, avec un fort accent, mais qui s'habillait, qui était très élégante, très très belle. J'étais très très proche d'elle. Et c'est vrai qu'elle avait beaucoup de cachemire. À l'époque, c'était le chic ultra. Donc moi, je rêvais un petit peu, je bavais dans ces cachemires. Et c'est vrai que voilà, ça me trottait dans la tête. Je trouvais ça que ça faisait ringard. Enfin, j'adorais la douceur de la matière. Et c'est vrai que tu parlais de Madeleine de Proust finalement pour nos recettes, mais le cachemire, ça en est également un. Je pense qu'il y a beaucoup de petites filles qui rêvent des habits de leur maman, de leur grand-mère, et notamment les pulls en cachemire, parce que ça a un côté très, très luxe, très précieux finalement, très délicat. Et donc moi, j'avais un peu une fascination sur les pulls de ma grand-mère. Et donc je voulais, c'est que cette douceur, et donc je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose là-dedans? Donc ça nourrissait un petit peu dans ma tête, et il se trouve que Stéphanie, donc mon amie d'enfance avec qui j'avais fait ce voyage, travaillait à l'époque chez Joseph. Okay. Donc grande maison de maille très très connue à l'époque, spécialiste, renommée mondiale dans le tricot et le cachemire. Donc c'est vrai qu'elle-même, elle était un petit peu à la croisée des chemins. Et c'est vrai que je l'ai sollicitée, je lui ai dit, écoute Steph, j'ai envie de... Viens, on crée un truc, là tu t'embêtes, moi la finance j'en ai marre, t'as ton expertise, t'es une artiste, tu fais des pièces magnifiques, moi j'ai le côté très financier, très business model, j'ai mis de l'argent de côté grâce à Goldman, etc. Donc je pense qu'on sera très complémentaires. Et en fait, encore aujourd'hui, c'est la réussite de Kuchten, petite réussite, mais réussite quand même, c'est notre complémentarité. On est vraiment comme un puzzle en fait. Ça c'est important d'avoir justement un duo qui est super complémentaire avec toi. Ah bah oui. Ouais, Yin et Yang. Exactement, vraiment. Parce qu'en fait du coup, on sait exactement, quand il y a un problème, on sait à qui il va être adressé, on sait parfaitement qui fait quoi, les équipes le savent. Enfin voilà, on sait parfaitement quels sont nos champs d'action. Alors bien évidemment... Même si elle s'occupe des collections, bien évidemment, je vais avoir mon mot à dire. En tant que cliente, en fait, même consommatrice, moi, j'aimerais comme ci, comme ça, je vais lui donner des idées de plus la façon dont je verrai. Mais c'est vraiment, elle laisse libre cours à son imagination, elle fait des collections magnifiques. Et c'est vrai qu'elle me laisse complètement carte blanche sur toute la stratégie, le marketing, la communication. Et comment tu as réussi à la convaincre de se lancer avec toi? Est-ce que c'est, une question d'argent? Vous aviez Je pense qu'elle a eu confiance en moi parce que j'avais quand même une belle carrière dans la finance et que c'est vrai que j'aime bien quand j'entrepends en quelque chose, je le réussis souvent. Donc je pense qu'elle elle m'a fait confiance et je l'en remercie effectivement, mais elle s'est dit m'associer avec Carole, ça peut... j'ai confiance, voilà, ça peut engendrer quelque chose. Donc je pense qu'effectivement, elle s'est sentie en confiance, en sécurité en partant dans cette aventure. Et puis c'était pas irrévocable non plus. À mon avis, on peut passer sur l'étape, laisser refroidir 3 minutes. D'accord. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis un homme, mais je n'arrive pas à faire 2 choses à la fois. Oui, mais ça c'est typique des hommes. C'est pour ça. Moi, j'arrive à faire beaucoup de choses. C'est que je ne sais pas cuisiner et parler en même temps. Tu vois, je n'arrive jamais. Même quand je fais les recettes sur Instagram, tu vois, moi je mets mon téléphone, je filme, mais je mets 2 heures. D'accord. Je mets 2 heures parce que je suis là minutieux, détaillé sur tous les petits détails. Donc c'est très long. Donc on a 3 minutes. Kuchten, le cachemire. Du coup, c'était une évidence pour vous. Alors, ouais, c'était une évidence parce qu'on s'est quand même pas lancé la tête la première. Ouais. On avait vraiment identifié que
qu'il y avait finalement un vide sur le Cachemire, parce que voilà, c'était à l'époque, donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années, finalement, c'était un peu trusté par une grande marque française. Après, il y avait des cachemires dans les Leclerc, les Monoprix, mais bon, très basiques. Mais finalement, voilà, ça avait une image très vieille, très vieillotte, très ancienne. Les grands-mères sont Voilà, c'était un peu le pull que tu sortais le dimanche pour aller déjeuner chez tes grands-parents, enfin, ou recevoir tes petits-enfants plutôt. Donc voilà, donc nous, on s'est dit, mais pourquoi cette telle matière si magnifique? Voilà, il faut bousculer les codes, il faut réintroduire le cachemire dans le vestiaire de la femme, avec un grand F, ça veut dire la femme qui travaille, la femme qui voyage, la femme qui est en week-end chez elle, la femme qui fait son sport, la femme... Donc voilà, donc finalement, faire en sorte de créer des collections qui puissent parler à tout le monde, plaire à tout le monde et qui dépoussièrent finalement cette image. Donc je pense que cette idée fondamentale, c'est voilà, la clé du succès. C'est finalement bousculer un écosystème et faire finalement... On a disrupté en fait l'industrie du cachemire qui était plan-plan, tranquille. Voilà, j'en ai... On va commencer à faire les œufs. Et pour l'instant, en fait, j'ai envie que tu me dises... parce que là, tu commençais à me parler du vestiaire féminin, de la phare avec un grand F. C'est-à-dire que tu es plusieurs femmes en même temps? Ah oui, moi, je suis plusieurs femmes en même temps. Je suis à la fois femme d'affaires, quand je vais voir mes banquiers ou les actionnaires. Ah bah ouais. Ah ouais, toi, tu fais comme ça, tac, tac, tac. Ah non, moi, je casse, tac, et comme ça, quoi. Non, il me faut 2 trucs, moi, quand je casse les œufs. Non, mais en fait, moi, je salis beaucoup. C'est pour ça que je cuisine pas beaucoup, parce que moi, il y en a beaucoup. Carole, quand tu cuisines, il faut là. Heureusement qu'on a une belle cuisine. Enfin, ça, je fais une omelette, c'est genre, on dirait que j'ai préparé un bœuf bourguignon. Hop. Ah, c'est pas mal comme technique. Voilà, donc ça, hop, voilà. Ah, mais alors, il faut qu'on incorpore les œufs un par un. Donc en fait, Alors, vas-y, ouais. à chaque fois, on fait comme ça? Bah, alors, vas-y. Ok, très bien. Ah bah, mets-toi là, voilà, exactement. Ok, Voilà. allez, hop, nous voici. Et à chaque fois, on remue. Très bien. Alors, moi, mes enfants, ils m'avaient fait un truc très sympa, un t-shirt à une époque, ils m'avaient mis Maman cool, maman poule. Ah. C'est très sympa. Alors, je suis plus poule que cool, quand même, on peut dire. Cool que cool. Ouais. T'es pas si cool que ça quand même. Non, non. J'ai l'air, mais non, je suis pas très cool, en fait. Comment on apprend à devenir maman? Oh, ça s'apprend pas, ça s'apprend sur le tard, en fait, quoi. Moi, je sais pas trop les critères de la maman, justement. Je travaille, je cuisine pas spécialement. Mes enfants, ils vont tout seuls à leur rendez-vous chez l'orthodontiste, les trucs et tout. Moi, justement, j'essaye d'énormément les autonomiser, mes enfants. Bah, comme tu l'étais finalement. Exactement, ouais. Bah, justement, comme voilà, moi, j'ai habité toute seule, j'étais pas mon, c'est pas vous. Presque. C'est vrai que voilà, comme je te disais, mes parents m'ont toujours un peu fait confiance. Je suis très, très autonome et voilà, j'essaye de transmettre ça à mes enfants. Écoute, on va continuer à remuer. Allez. Et la question, c'est un sujet qu'on avait tous les deux juste avant. Je te disais souvent, sur les podcasts entrepreneuriaux, on demande toujours aux femmes, voilà, est-ce que c'est pas trop dur d'être maman, chef d'entreprise? D'accord. On demande rarement aux hommes. D'accord. Est-ce que cette question, elle te saoule? Ouais. Elle me saoule parce que finalement, je me définis pas du tout... voilà, je me définis pas par mes enfants. Je suis une femme, entrepreneur, j'ai monté une société. Avant, je travaillais chez Goldman Sachs dans la finance, un milieu d'hommes. Donc finalement, pour moi, avoir des enfants, c'est pas un frein ou une excuse. Je suis vraiment pour la méritocratie, moi, en fait. Limite, ça m'a toujours dérangé les gens qui disent « Ah, mais oui, mais moi, mon fils, il est malade. » Ou alors, il faut que je prenne mes vacances au mois d'août parce que machin. Et c'est pas sympa pour les gens qui n'ont pas d'enfants, comme une femme, finalement. Parce que chacun choisit sa vie, etc. Donc moi, je parle très peu de mes enfants. Enfin là, j'en parle et ça me fait plaisir et je les adore, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça n'a pas interféré finalement dans la vie professionnelle, quoi. Et puis quand on est bien organisé, si on sait gérer une société avec 200 personnes, on est censé savoir gérer ses enfs et qu'ils se gardent tout seuls, etc. Même si c'est des ados. Exactement. Donc c'est vrai que je me considère pas... je sais pas Enfin voilà. Être maman, c'est magnifique, c'est sublime, mais ça n'a pas à intervenir ou interférer dans une vie professionnelle, finalement. Ah oui, t'as pas celui en Tefal, machin, là? Ah oui. Moi, c'est plus pratique. Ça fait un peu genre Hachis Parmentier, quoi.
Nous voici, on va mettre un peu de farine. Bon, là, on a fait la petite pause, 2-3 petites photos, évidemment, avec notre début de gâteau. En même temps, je me suis fait critiquer, voilà, par maître de plat. À laquelle on m'a dit c'est des plats hachis parmentiers. On enchaîne avec la praticité. Bon, tu vas pas nous raconter toutes les étapes de fabrication non plus de vos produits du cachemire. Comment ça se passe? C'est des chèvres au cabra, des... Capresca. Alors effectivement, alors le cachemire, il peut être made in Italie, Mongolie, Écosse, etc. Mais il faut savoir que la matière première, donc la chèvre qui produit le cachemire, donc le poil de cachemire, est sur une espèce de chèvre qui s'appelle la capresca, qui ne va dans les pâturages que de la Mongolie et de la Chine, de la Mongolie inférieure. Une fois par an, il y a la tonte, en fait, du sémiage. Exactement. Là, à la sortie de l'hiver, en fait, si tu veux, les hivers sont tellement rigoureux en Mongolie, il fait jusqu'à moins 40, que du coup, la chèvre, pour se protéger du froid, fait un poil très, très, très épais, le cachemire. Et finalement, à la sortie de l'hiver, au début du printemps, elle fait comme une nue. Elle a trop chaud, cette chèvre. Donc, les éleveurs vont l'aider à se débarrasser de sa toison. Alors, avant, on les peignait. Maintenant, on les tond parce que ça fait moins de mal. Il faut savoir qu'elles sont traitées avec beaucoup de respect, les chèvres, parce que c'est l'or blanc en Mongolie, le cachemire. Une grosse partie de la population vit grâce à la vente à l'élevage, à la vente du cachemire. Donc vraiment, il y a une énorme attention au cheptel de chèvres. Même pour vous, c'est important aussi. Bien évidemment. Nous, on est une des premières marques en France à avoir été aussi engagée. On fait partie de la SFA, qui est la Sustainable Feather Alliance. Donc on veille vraiment à ce que les éleveurs s'occupent bien des chèvres, mais également s'occupent même bien de leurs enfants, parce que ce sont des nomades. Des éleveurs, parce qu'ils amènent les chèvres en transhumance finalement pendant 3 mois dans les montagnes. Et en fait, cette association, la SFF, vérifie à ce que les enfants des nomades suivent une scolarité à distance, etc. Donc effectivement, on veille au bien-être animal. Donc les petites chèvres perdent leur poil au mois de mars. Donc c'est souvent à ce moment-là d'ailleurs que Stéphanie se rend en Mongolie pour voir finalement à quoi ressemble la matière première. Donc elle est encore brute. Ça s'appelle la bourre. Donc ça veut dire que c'est pas du tout ni teinté, ni lavé, ni rien. Et déjà, ça donne une bonne idée si la récolte a été bonne, si l'hiver, par exemple, si l'hiver n'est pas assez froid, le fil est moins bon. Donc il y a des années où, par exemple, ça va un petit peu plus boulocher, ça va être une bonne qualité. Exactement, il y a des millésimes. Exactement. Exactement. Plus il fait froid, plus le poil sera bon, mais également plus il fait froid, plus il y a malheureusement des chèvres qui meurent de froid, et donc il y a moins de produits. Donc l'offre et la demande, finalement, le prix du kilo de cachemire varie beaucoup en fonction des conditions climatiques de l'hiver. D'année en année, vous achetez plus ou moins cher. Complètement. C'est comme c'est une matière première, exactement. C'est une matière première. Tu penses qu'on pourrait en faire dans les Pyrénées ou dans les Alpes, de la capresca? Il fait pas assez froid. Et non. Et en fait. Et à Paris, là, parce que cette semaine, oui, on est un petit peu loin, mais pourquoi pas? Non, ça a vraiment autant fabriquer, avoir des usines en France, c'est envisageable. D'ailleurs, il y en a en Italie, etc. Mais je crois que les chèvres, elles resteront vraiment là où elles sont. Elles sont très bien. On ne va pas les sortir de leur habitat naturel. Moins 20, moins 30. Non, c'est vraiment, elles sont habituées à aller dans les hauts sommets. Et donc, Küşten, tu ne m'as pas posé la question. Venons-y. Voilà, Küşten. Exactement, Küşten, c'est le nom du plus haut sommet mongol. C'est le Mont Blanc mongol. Donc c'est vrai que quand on a eu l'idée de lancer cette marque, comme on fabrique en Mongolie, puisque Stéphanie, de par son métier précédent, avait des partenaires mongols, nous avons voulu donner ce côté voyageur. On a voulu faire rêver nos clients et on a donné un nom mongol. Et rendre au pays aussi ce que lui vous apporte finalement. Exactement, l'ADN de la marque, ça reste, le berceau du Cachemire reste la Mongolie. Et donc Küşten, finalement, c'était un peu une faiblesse quand on a lancé la marque, quand on n'était pas connu, les gens n'arrivaient pas à prononcer Küşten, etc. Même toi, avant l'interview, tu m'as dit, alors est-ce que je le prononce bien, etc. Mais tu le prononces très bien. J'ai pas fait mongol au lycée sur LV4, c'était pas possible. Voilà, exactement. Et c'est vrai que finalement, on en a fait une force, parce que c'est un nom qui est très fort, qui commence par un K, c'est un nom qui est déterminé finalement. Et c'est également un nom qui est une invitation au voyage quand les clients rentrent dans les boutiques.
tout de suite, la première chose, ça va être, mais ça veut dire quoi Kuchten? Donc c'est vrai que du coup, nos conseillères, elles peuvent tout de suite raconter l'histoire, faire voyager, faire rêver. Kuchten, c'est le nom, etc. On parle de Mongolie, donc finalement, c'est une belle façon d'accrocher la cliente et puis on se souvient du nom finalement de la marque. C'est vrai, ça revient. Ça suscite la curiosité en tout cas, l'envie d'en savoir plus. Mais il fallait pas mettre que le jaune d'œuf. Non. Mais pas, on met tout. Genre jaune et blanc. Parce que des fois, on met que les jaunes. Versant, tu veux que je tienne à deux mains? Ouais, peut-être. Voilà. Il est beau ce moment. Kuchten, vous avez des boutiques physiques, boutiques en ligne. Comment ça se passe justement ce choix de vente multicanal? Alors nous, quand on a créé la marque en 2012, on a encore un petit peu pris le contre-pied des tendances qui étaient à l'époque de faire soit que du online, soit beaucoup de marques qui se lancent en général, elles n'ouvrent pas de boutique, elles font de la revente au multimarque, de wholesale. Donc finalement, nous, on n'a pas du tout suivi ce chemin-là. On a tout de suite ouvert notre première boutique rue du Commerce, qui a été tout de suite un succès grâce à beaucoup de bouche à oreille de la part de nos amis, nos familles, les cousines, les tantes et tout. C'était génial. C'était vraiment un bon souvenir. On était Steph et moi à la caisse, on faisait les vendeuses, on avait acheté notre première boutique. Devant ce succès un peu inattendu, on a vite enchaîné les ouvertures. Ok, à combien vous êtes passé On est passé une boutique à 2, à 6, à 10, etc. Et maintenant, on a plus de 50 boutiques en propre. Et même à Londres. Et même à Londres, ouais, exactement. On a trois boutiques à Londres, on a des boutiques en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Et effectivement, quelques années après notre première ouverture en 2018, on a lancé notre site internet qui était un peu vivotant. On avait complètement raté le coche. On n'était pas trop dans le truc et le Covid, finalement, c'était un mal pour un bien, nous a permis d'exploser sur Internet parce qu'on n'a pas eu d'autre choix. Donc, on s'est mis à fond sur les réseaux à ce moment-là. On a eu une vraie explosion. C'est un grand mot, mais en tout cas, on a décollé sur le online. Ça a permis de continuer. Et voilà, et après, on est complètement resté. Voilà. L'expérience client, aujourd'hui, elle est difficile, je trouve, en boutique, de plus en plus, parce que forcément, quand tu as du online, c'est très facile. Tu commandes chez toi, tu peux te faire renvoyer, livrer, etc. La boutique, est-ce que vous travaillez un peu plus aujourd'hui pour vous dire il faut que l'expérience soit encore meilleure? Alors, moi, je trouve que c'est le contraire. Pour moi, l'expérience client en boutique est beaucoup plus facile en ce qui me concerne que l'expérience client online parce que nous, on vend du luxe et puis on vend un produit qu'on doit toucher. Moi, j'ai du mal à concevoir qu'on ne touche pas le cachemire. En fait, il faut avoir cette sensation, finalement, même il faut le respirer, il faut le toucher, il faut sentir ce que ça fait sur la peau. Et c'est pour ça, je pense qu'on a un vrai succès sur notre réseau physique, même si online, on travaille très bien, parce que finalement, il y a une histoire, l'entretien du cachemire. Et je pense que toutes les personnes, tout notre staff est vraiment formé même avant au moment de l'embauche, on forme pendant un mois les vendeurs, etc., avant qu'ils soient sur le terrain, pour connaître l'histoire du cachemire, l'entretien du cachemire, le nombre de fils, le nombre de... le point... Il y a beaucoup de choses à savoir sur le cachemire, ça reste vraiment du luxe. Et donc finalement, moi je trouve que l'expérience en boutique est magnifique et c'est finalement comment retranscrire cette expérience, ce toucher, l'appel des sens finalement sur le online. Tu as une vraie histoire d'amour avec le cachemire et ça complètement. Parce que là, vous devez le voir en fait dans ses yeux quand elle parle de cachemire, ça brille. Ah ouais, c'est une histoire d'amour, exactement. On va se rajouter le petit morceau de figue. On n'a pas encore goûté le chocolat, mais là il donne très envie en fait de tremper. Alors on va le cacher ici. Non, alors ça c'est vraiment ta recette, hein. Je cautionne pas du tout ça. Non, je vous garantis pas que ça fonctionne non plus, mais on ne sait jamais. Alors, voilà. Déjà ça risque d'être très très bon. Ah bah super, tant mieux. Ah ouais, ça franchement... Ouais, je pense que là, on a l'un des meilleurs moellans. Voilà. En fait, c'est moelleux fondant, pas mal, le moellan. On va l'enfourner, on va se mettre un petit chrono, je crois que c'est 22 minutes. Exactement. Voilà, bien lisser le mélange, donc c'est parfait. 22 minutes, les amis, allons-y.
Ok, les amis, donc là, on a 22 minutes de cuisson pour notre moellan au chocolat. J'ai envie que tu me parles un peu des pièces, des produits. C'est quoi? Alors, pas forcément le produit phare que vous avez chez vous, chez Kuchten, mais quel est toi ton produit favori? Alors, moi, je suis assez... moi, j'aime le quiet luxury depuis tout le temps. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu la tendance du moment, tout le monde ne parle que de ça. Mais ces dernières années, il y avait plein de couleurs très flashy, il y avait des logos un petit peu partout. Moi, j'ai un style très casual luxury. En fait, et c'est un peu la baseline de Kuchten d'ailleurs, c'est-à-dire que moi, j'aime bien mettre un bon basique, un bon pull, mais avec la bonne coupe, un peu oversize, etc. Et j'aime bien les couleurs... Enfin voilà, soit du marron, enfin chocolat ça s'appelle, soit du noir. J'aime beaucoup le kaki aussi, j'adore le kaki. Tu mets en valeur tes yeux peut-être. Est-ce que le kaki ça va avec tes yeux peut-être? Oui, complètement. C'est voilà. pour ça en fait tu cherches. Voilà, exactement. Le kaki me sied parfaitement bien. Exactement. On peut dire ça. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est le premier réflexe des vendeuses. Quand tu as une femme aux yeux verts, tu vas lui poser du kaki aux yeux bleus. Enfin, c'est vrai que c'est très important. Il y a des couleurs qui ne vont pas à tout. Et donc, c'est vrai que le kaki, j'adore ça. Et à part ça, c'est vraiment une de nos couleurs, un de nos best-sellers. Donc là, tu portes du Kuchten. Je porte du Kuchten. Ça, c'est la collection de Dr. Wu, qui a été une collaboration qu'on a fait sur cet hiver. Une magnifique collaboration avec un artiste de Los Angeles, un tatoueur très connu. Et c'est vrai que Dr. Wu et Stéphanie ont fait vraiment une superbe collection. C'est sympa ce ciel, mi-étoile, mi-soleil. C'est ça, un demi-room tour. Voilà. Voilà, une forme très basique, un peu, enfin voilà, un col rond un petit peu oversize, avec juste ce qu'il faut, mais pas trop de motifs. Il aime beaucoup l'astrologie, tout ce qui est étoiles, etc. Ça fait partie des... Il adore faire des flèches, des ronds. Toi, tu crois en l'astrologie? Pas du tout. Non. Les gens qui me disent « Ah, t'es cancer » et tout. Parce que je suis le mois de juillet. Ouais, exactement. Ah ouais, bah alors les cancers. Alors pas du tout. Mais bon. Ça fait plaisir aux gens de dire « Ah, j'adore les cancers ». Est-ce que les gens qui te disent « Tu es cancer », est-ce que pour eux, tu corresponds au signe du cancer? Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? C'est jovial et... Non, alors les cancers, ils sont sensibles. Ça, je suis très sensible. Ils sont sensibles et c'est des bons copains apparemment. Ok. Ouais. Pour sortir sur le transcyber. Voilà, exactement. Je suis la bonne pote. Exactement. Tu lis un peu? J'adore lire. C'est une de mes passions, la lecture. Très bien. Parlons-en. Est-ce qu'il y a un livre là derrière moi qui t'a marqué? Un livre de chevet ou ton fameux livre préféré? Non, alors des livres préférés, j'en ai beaucoup. Là, je viens de terminer le Renaudot, c'est Le rêve du jaguar. C'est finalement un voyage, c'est une saga depuis les années 30 au Venezuela, pays que je ne connaissais absolument pas du tout. Et j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Et j'aime bien, en fait, comme j'ai beaucoup de travail, j'ai toujours la tête très prise entre mes enfants, le boulot, etc. Moi, j'aime m'évader quand je lis. Donc, j'aime être captivée par quelque chose. Et là, voilà, j'ai appris plein de choses sur le Venezuela. En fait, le livre, pour toi, c'est comme un passeport qui permet justement de bouger, découvrir. Voilà, exactement. Et pouvoir me déconnecter, me plonger dans une histoire. Moi, j'adore, quand j'ai un bon livre, j'adore me dire le soir, j'ai hâte de rentrer chez moi, me mettre au lit, tac, vite, on dîne et tout ça, et de me plonger dans mon livre. J'adore ça. Mais c'est ça que la lecture, ça a ce côté assez incroyable. Et tu sais que j'ai envie d'écrire. C'est vrai? Magnifique. Absolument, pour raconter des histoires vécues, mais en fait des histoires en voyage. Ah, bah voilà, écoute. Ouais, j'en ai un que je suis en train de gratter. Hier, j'étais dans un café pour continuer à l'écrire. Ouais, super, bravo. C'est incroyable. En fait, j'oublie qu'en fait, il y a des gens qui nous regardent. Donc, en fait, là, je suis en train de... C'est moi qui te cuisine. Ouais, là, je vais avoir une exclue un peu folle. Exactement. Mais qui s'appellerait « Demain, j'irai voir le soleil se coucher ». C'est l'histoire, tu vois, d'un Parisien qui bosse trop, qui est tout le temps la tête dans le guidon et qui oublie parfois d'ouvrir un peu les yeux, regarder le monde et être un peu slow. D'accord, slow life. Et donc ce voyage m'amène en Italie. Et évidemment, j'ai été régulièrement en Italie. Je connais énormément de lieux, d'endroits, de petits détails, même la pierre, les maisons, les plats. Et donc, ce personnage principal, découvrir l'Italie, les plats, les personnes, des rencontres. Donc voilà, donc ça parlera de voyage. Et donc ça me fait penser à ce que tu me disais, tu vois. Tu as découvert le Venezuela avec un livre. Complètement. J'ai envie de faire découvrir à l'Italie des petits coins perdus. Grâce à la lecture. Magnifique. Et écoute, lance-toi, hein. Faut croire en... Donc voilà, allons-y, mais tu vois, c'est comme si je m'en rajoutais encore quelque chose à faire supplémentaire, on s'arrête jamais. On a le temps, t'es jeune. Une citation que j'aime beaucoup, c'est une citation mongole qui dit « Bien que vous puissiez mourir demain, apprenez la sagesse aujourd'hui ».
D'accord. Tu avais déjà entendu parler peut-être Jamais. C'est un tout petit village en Mongolie. D'accord, mais comment la culture mongole, je ne sais pas non plus. Mais bien que vous puissiez mourir demain, apprenez la sagesse aujourd'hui. D'accord. Ça t'évoque quoi cette citation? Alors ça m'évoque quoi? Finalement, quel que soit ton lendemain, rien ne t'empêche finalement de progresser, de t'améliorer, voilà, même si ta vie s'arrête demain, essaye d'être meilleur la veille, de faire des choses bien autour de toi finalement. C'est pas genre parce qu'on a des échéances qu'il faut faire n'importe quoi. Donc je suis assez dans cette philosophie, à vrai dire. Ouais, c'est ta manière de penser, et pareil depuis toujours. Tu sais que j'aime bien revenir sur l'enfance à chaque fois, mais tu as toujours été comme ça, de te dire, ok, vivons au jour le jour, profitons, allons-y. Alors je le formulais peut-être pas, mais en tout cas c'est vrai que je suis un peu dans le carpe diem. Enfin faut pas exagérer parce que j'aime bien m'organiser, prévoir les choses, faire des investissements, etc. Donc je suis pas carpe diem, je vais épicurine, je dépense tout mon argent le jour même. Mais en revanche c'est vrai que chaque journée, voilà, j'ai l'envie tous les jours en me réveillant, j'ai envie de faire plein de choses. Moi, enfin, voilà, mes amis le savent, mon mari, je tiens pas en place, j'adore aller venir découvrir, même en vacances, etc. Donc, c'est vrai que je suis très curieuse. On a parlé chocolat, j'ai envie de parler de peanuts. Ouais, oui. Et tu sais pourquoi? Voilà, la première fois qu'on s'est vu, c'était à Go Entrepreneur, donc en l'année dernière, 2024, voilà, le temps passe. Et tu allais passer sur scène pour parler avec Mao et Colline de la Rosée, c'est ça. Exactement. Et je te dis, leur crème, je la teste en ce moment. Ouais, génial, ça te va très bien, parfait. Je l'adore, j'adore. Et justement, tu allais passer sur scène, il te restait 2-3 minutes, et là j'ai déboulé avec mon petit micro, et je t'ai fait, est-ce que tu peux juste le temps de 30 secondes nous parler de ta phrase? Et donc, c'est une citation que tu répètes souvent, c'est « When you pay peanuts, you get monkeys ». Exactement. C'est quoi cette expression? C'est très dur à traduire en français, je trouve, parce que moi, alors j'ai travaillé en Angleterre, je parlais tout anglais, et c'est vrai que chez Goldman, ils adorent, les Anglais, les Américains dans la finance, il y a plein d'expressions super idiomatiques qui sont top en anglais, et en français, ça rend pas du tout pareil. Mais en gros, when you pay peanuts, you get monkeys, ça veut vraiment dire que quand tu payes... quand tu négocies ou que tu essayes de payer pas cher, finalement, le résultat, c'est que tu as des singes, en fait. Voilà, c'est un peu... mais c'est vrai, when you pay peanuts, you get monkeys. Ça peut être vrai si tu embauches des gens qui, finalement, tu vas les payer pas cher. Tu te dis, je le paye pas cher, mais en fait, il n'aura pas les compétences pour faire le job. Mais c'est vrai aussi pour un pull en cachemire. Si tu payes un pull en cachemire 50 €, tu auras un pull qui va être tout bouloché, qui va s'abîmer, qui va pas tenir dans le temps. Donc, c'est vraiment... voilà. Donc ça va peut-être aussi avec cette notion du moins ce n'est mieux. Peut-être tu vas avoir moins de pulls chez soi, mais de meilleure qualité. Peut-être aussi. Ou c'est vraiment... en fait, il ne faut pas mégoter finalement. Des fois, on pense qu'on fait une bonne affaire, ou des fois qu'on veut payer moins cher. Enfin, encore une fois, c'est dans la vie pour tout finalement. Où on veut dire, je suis allée dans un hôtel, il était vraiment pas cher, j'adore. Et puis on arrive, il y a des mythes, des cafards, des trucs. Enfin voilà, il faut savoir mettre le prix juste finalement pour avoir ce qu'on attend en face. En fait, c'est un peu la différence entre quelque chose qui est cher et quelque chose qui est coûteux. C'est quelqu'un de chez Hermès qui disait ça, et j'ai une amie qui m'en a parlé il y a peu de temps. Quelque chose qui est cher, c'est finalement, il est vendu cher, la perception, c'est que c'est trop cher par rapport au prix de fabrication, etc. Alors quelque chose qui est coûteux, effectivement, mais il a été coûteux à fabriquer, il y a beaucoup de main-d'œuvre, les matières sont belles, donc finalement, on va le garder dans le temps, même si c'était coûteux, mais on va le garder. Et tu sais pourquoi tu le payes, en fait. Exactement. C'est important. On parlait de matière. J'ai envie de parler avec toi d'odeur aussi. D'accord. Alors, j'ai ramené, j'en ai pas mis dedans. C'est de la fève tonka. C'est une de mes odeurs préférées. D'accord. Alors, je vais évidemment te faire sentir. Alors, déjà, rien que... En fait, ça me fait plaisir à chaque fois, dès que je le sens. Ah oui. Et la fève tonka, c'est mon parfum préféré. Toi, est-ce qu'il y a une odeur, justement, qui soit te rappelle un souvenir, ou qui t'embarque dans une émotion particulière, dans un moment particulier de vie? Moi, j'adore la fleur d'oranger. Ok. Ouais, c'est ma culture méditerranéenne, peut-être.
C'est magnifique, c'est une odeur que j'adore et on a lancé un parfum Kuchten il y a quelques années et ça faisait partie de mes prérequis quand on discutait finalement avec le nez pour élaborer le jus, comme on dit. Je lui ai dit, je veux de la fleur d'oranger. C'est une odeur qui est sucrée, qui me transporte. C'était les crêpes quand tu étais petite, c'était tout. Ouais, les crêpes. Et bon, voilà, je vais souvent au Maroc en vacances. Mon mari est d'origine marocaine. Et donc, c'est vrai que voilà, dans la culture marocaine, il y a beaucoup de fleurs d'oranger également, dans les crèmes pour le corps, dans les parfums. Donc, ça me parle énormément. Donc, dans ta skincare, tu mets parfois des crèmes fleurs d'oranger? Plus dans les parfums. Ah, ok. C'est quoi ton parfum? Kuchten. Kuchten, évidemment, les amis. Ah, vas-y. Je sais, dans tes passions, Oui. dans tes passions, il y a... Ah oui, Le rami. c'est vrai. Ah oui, je suis championne Je ne internationale. sais plus où est-ce que j'ai trouvé l'info, mais toi, tu es une grande fan de cartes. c'est ça? J'adore. C'est ma passion. C'est plutôt prendre le téléphone, tu préfères jouer aux cartes. Parce que tu partages un moment, parce que tu... Exactement. C'est un moment de partage avec des amis. Je joue avec mes amis, mais je joue de l'argent quand je joue aux cartes, parce que je déteste jouer sans enjeu. Il te faut toujours un enjeu? Il me faut toujours un enjeu, mais dans tout dans ma vie. Mais c'est vrai que je ne jouerai jamais aux cartes sans enjeu, sauf avec mes enfants. Même ça, je ne supporte pas, en fait. Bon, parce que moi, j'aime bien gagner, voilà, etc. T'es Donc, une mauvaise perdante ou tu perds Alors, je suis pas mauvaise perdante, mais j'aime pas perdre. Donc, quand je garde mes nerfs, mais ça m'énerve. Mais je suis pas mauvaise perdante. Mais effectivement, j'adore jouer aux cartes. C'est un moment, on rigole, c'est un moment de convivialité où on peut parler. Et pareil, c'est une façon de me vider la tête parce qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé, du tout. Donc, très. Ce que je te propose, alors je n'ai pas le double de cartes requises, parce qu'au rami, il en faut 54 x 2. Exactement. Qu'on fasse un rami avec seulement un seul paquet. Ah, d'accord. Ok. Est-ce que tu penses que c'est possible? Ouais, c'est possible. En une manche. D'accord. En une manche. Tu connais les règles? Ouais, je les ai lues. Il faut faire des doubles ou des triples? Non, il faut faire des brelans ou des tierces. Oui, il faut avoir 51 points. Il y a des jokers ou pas dans ta... Il y a des jokers, il y a même les règles du jeu. Non, bon, ça, c'est... Bon, alors ça, non. Et c'est parti, je te propose de t'asseoir. Directement. C'est vraiment improbable. Est-ce que tu savais que ce matin, en te levant, que tu allais faire une partie de... Non, ça aurait égayé ma journée, hein. C'est mon rêve, ça. Si je pouvais faire un petit rami tous les jours, ça me mettrait le baume au cœur. Les amis, c'est le premier live rami que vous allez voir de l'histoire. Donc, il te faut une tierce franche pour pouvoir poser. Ouais. Il te faut tierce franche, c'est sans joker, c'est-à-dire 1, 2, 3, etc. Ok, ça peut être 3-8? Non, ça, c'est un brelan, pas une tierce. T'aurais aimé être prof ou maître Ouais, d'école? alors j'aurais adoré, mais je pense que je vais le faire. Non, je suis intervenue un peu à la fac dans des trucs en cours un peu magistraux, comme ça. Mais c'est vrai que ça m'intéresserait de donner des cours, en fait, mais de façon plus régulière. Ouais, mais de toute façon, je pense qu'on la finira jamais. J'ai toujours pas compris les règles. Genre. Et te jeter un 3. Ah ouais. T'as bien compris qu'il fallait me jeter des petites cartes de merde, en tout cas. C'est la base, ça. Est-ce qu'on... Ah, un petit 12. Voilà, putain, attends, c'est très très chaud. Les amis, 22 minutes sont passées. Bah, vous l'avez vu, on l'a sorti du four juste avant, donc c'est à peu près logique. La Carole a les yeux comme ça, parce que le moellan a l'air incroyable. En tout cas, il embaume, ça c'est sûr. Une odeur de fou. On n'imagine même pas la beauté. C'est divin, voilà, c'est une... On va le couper peut-être? Allez. On va le couper, allons-y. On se fait le goûter? Ah ouais, tu vois, il est plus fondant que... Il est plus moelleux qu'au fondant, là. Ah, mais d'où le moellon, quoi. Bah exactement. Tu vois, peut-être que les 22 minutes, c'était un peu trop. Non, un peu trop. Si jamais il y avait un plat que tu devais manger toute ta vie avant de manger ce dessert, est-ce que des fois tu te poses la question en te disant il y a un plat que j'ai envie de... Moi, il y a un plat que j'adore, c'est les pâtes aux aubergines. Penne à la Norma. Ah là là. J'adore les aubergines, j'adore les pâtes. C'est ma passion. Donc et tu te le fais celui-là? Alors moi, je sais bien faire les parmigiana. Ouais, ça, je sais faire. Pâtes aux aubergines, je sais faire. Ça, c'est facile aussi. Hein. Les aubergines, tu fais rissoler, etc. J'adore ça.
Très bien. Très méditerranéen encore. Oui, et de toute façon, tu adores voyager, tu adores manger. Est-ce que quand tu pars en voyage, toi aussi, tu cherches des fois les restaurants Ah, bah, bien avant de sûr. chercher à Ah, manger je réserve les restaurants, je me renseigne. Ouais, j'adore la bonne nourriture et c'est vrai que ça fait partie de la culture d'un pays. Et il y a des pays où j'ai pas envie de me rendre parce que je sais que je vais pas. Par exemple, j'ai vraiment envie de découvrir l'Inde, mais je déteste tout ce qui est épicé, le curry, etc. Ah. Donc je me dis ça va pas, ça va être compliqué par exemple. Il y a un resto indien, Kuna Masala, que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Et bien, franchement, ah oui, Ah, j'aime pas du tout l'anneau. je t'y emmènerai. Tu verras, franchement, je pense que tu changeras peut-être d'avis. Ah bah peut-être, c'est jamais. vraiment j'ai. Alors on goûte, on Allez. inaugure. C'est parti, premier avis par Carole. Délicieux, mais un peu trop cuit. Ah, voilà, un peu trop cuit. Et je pense que c'est la partie de Rami. Ouais, c'est ça. Mais Il est pas assez fondant, je dirais. Mais tu sens qu'il y a tout ce qu'il faut là où il faut. ouais. Tu es d'accord avec moi? Totalement d'accord. En fait, je pense qu'on a 2 minutes de trop de cuisson, voire 3. En fait, le four, il était trop chaud, je pense, quand on a mis autant. Ah oui, parce qu'on a beaucoup discuté en même temps. Mais, Bon, enfin, ceci dit, ça se lâche manger quand même. Hein. ouais, il est plutôt très très bon. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, tu vois, quand il y a des gens à côté, tu leur dis viens prendre une petite part. Et regardez quand même, la petite part, ils ont pris la moitié du gâteau. Donc, je sais bien. Tom, il prend une bonne vidéo et par contre, quand il faut manger, c'est pas le dernier. Ah, ça, on le sait. On a commencé à se régaler et je pense qu'on va finir par se régaler tranquillement hors caméra pour vraiment taper dedans peut-être une petite glace de vanille. Organiser une petite glace de vanille avec, ça peut être parfait. Qu'est-ce que tu as envie de retenir de tout ce qu'on s'est dit là pendant, je sais pas, ça fait 6 heures qu'on parle, on a commencé ce matin, il était 5 heures, franchement il est 11 heures. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce qu'on s'est dit et le fait d'avoir reparlé et reparcouru peut-être 20, 30 ans de ta vie? Bien sûr. Bah écoute, c'est vrai que je me rends compte finalement que Kujten, c'est vrai que c'est l'aboutissement de mes expériences finalement et de celles de Stéphanie, où finalement j'essaye d'inculquer dans la... Enfin, voilà, je trouve que l'Adèle de Kujten, c'est effectivement, ça reflète beaucoup de ma vie, mes voyages, ma culture, mon amour des belles choses, mon attention to detail, comme on dit en anglais, la valorisation des belles choses, des belles personnes, des personnes avec qui je travaille. Donc, je pense que Kujten, ça reflète... Enfin, je suis contente du résultat. C'est une belle recette que j'ai mûrie pendant une dizaine d'années. Et je trouve que... Il y avait de très beaux ingrédients aussi à la base. Exactement. Vous avez réussi à cuire mieux le gâteau Kujten que mais en tout cas, vous avez réussi à faire perdurer cette histoire. Tu sais combien de temps Kujten durera encore ou pas? Bon, écoute, j'espère... voilà, comme le propre d'une marque de luxe, c'est de durer dans le temps. Les marques fast fashion, etc., elles ont des durées de vie de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a beaucoup de belles marques qui disparaissent. Et je souhaite à Kujten, finalement, de durer comme un pull en cachemire qui se transmet de génération en génération. Bah, je souhaite la même chose pour Tu Kujten. transmettras Kujten de génération en génération? Bah, si mes enfants, ça les intéresse, bien sûr, avec plaisir. Très bien. Ou à d'autres générations. Je vois que tu as quelques petits bijoux. Tu voulais parler un peu de tes bijoux? Ah bah écoute, alors ça c'est les bagues de mon ami Alex, exactement, la marque Erita. Donc j'adore cette marque et à chaque fois que je les porte, c'est de la fantaisie, donc c'est pas de l'or ni rien. Donc effectivement, je trouve ça en jette. C'est accessible. Enfin, moi, j'aime bien en fait porter des bijoux qui ont des histoires, qui racontent quelque chose, etc. C'est vrai que je ne vais pas forcément aller au plus simple. Mais bon, d'une manière générale, je ne suis pas très bijoutée. Je trouve qu'à Paris, maintenant, on ne peut plus porter de bijoux, on ne peut plus porter de montre. Voilà, c'est un peu de discrétion aussi pour moi. Je ne suis pas non plus Je comprends. signe extérieur. Mais en tout cas, merci. Enfin, je suis vraiment heureux d'avoir passé ce moment Merci avec à toi, c'était un plaisir. Vraiment, c'est une belle expérience. Ce moellan. Voilà, exactement. Tu t'es livré, tu as fait de la cuisine. Tu as reparlé de ton premier voyage en Mongolie. Voilà. Tu me dis, ça fait peut-être 15 ans que tu n'en as pas parlé. C'est vrai. Finalement, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec la cuisine qui ouvre la parole, mais aussi l'appétit. Complètement. Moi, je vous dis, les amis, là, je commence à avoir vraiment faim. Là, je vais retaper un croc. Confort. C'est pas grave, on va encore manger, je suis très bien. Ravi de vous avoir eu. Moi, je vais peut-être finir ma bouche avant. Ravi de vous avoir eu. Merci beaucoup, Carole. Merci à toi. Énorme, merci à deux. Aucune vérité. Merci beaucoup. Merci. À très vite sur On va se cuisiner le moellan
disponible chez Kuchten tout au long du mois de février. À très vite. Merci.